Salut Antoine. Salut. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est, ce qu'on fait et qui tu es? Ouais. Donc moi c'est Antoine Marin, je travaille pour la société coopérative Agrouf. On est un bureau d'études, on est 8 et on travaille depuis 2000 sur l'agroforesterie, à l'interface entre le monde de la recherche et le terrain. Donc on fait pas mal le lien là, entre les scientifiques et les agriculteurs. Et là on se retrouve, on est une petite dizaine, on est dans le Limousin, dans la Creuse. Bahamas. Aux Bahamas, il fait très très chaud. Euh, avec l'association pour le développement d'une agriculture paysanne, l'ADAR. Salut Fanny. Salut Sophie. Donc toi tu travailles pour l'ADAR. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler du rôle de l'ADAR? Donc je travaille pour l'ADAR du Limousin, parce que l'ADAR c'est une association, c'est un organisme de développement. Et donc il y en a dans plusieurs régions, des départements aussi, il y en a au niveau départementaux. Et il y a une fédération nationale, la FADEAR. Et donc le rôle de l'ADAR du Limousin, il y a plusieurs choses. Il y a notamment favoriser et faciliter les installations agricoles. Dans le principe, on a le même projet de l'agriculture paysanne, en lien avec le syndicat de la Confédération paysanne. Et donc le projet d'agriculture paysanne, c'est d'avoir un maximum de paysans sur les terres avec des activités diversifiées, de l'autonomie sur les fermes dans une certaine mesure, et une agriculture le plus durable possible. Et donc l'ADAR, pour cela, pour favoriser ce projet-là, sur le terrain, on accompagne les personnes qui veulent s'installer en agriculture, les personnes qui veulent transmettre leur ferme, les agriculteurs qui ont besoin de se former. Donc là, suivant les différentes demandes de nos adhérents, on présente différentes formations. Une grande diversité, ça peut aller de la comptabilité à justement des formations comme ça, l'agroforesterie. Ça peut être vraiment justement savoir manipuler une tronçonneuse ou quelque chose de plus... Enfin, il peut vraiment y avoir de tout. Donc à la demande des adhérents à chaque fois. Voilà, ça part toujours d'une demande d'adhérents où nous on fait un sondage en disant qu'est-ce qui vous intéresserait cette année, et ensuite on met en place toute l'année en fonction des réponses qu'on a eues. Voilà, et après on fait aussi un petit peu de promotion de l'agriculture paysanne pendant des événements, et on a comme objectif aussi de créer du lien. Donc pour ça on organise des cafés installations pour que les personnes qui veulent s'installer rencontrent des personnes du coin, des cafés transmission pour que les personnes qui transmettent discutent un peu des problématiques qu'elles rencontrent. Voilà. Ok, bah super. Voilà, merci beaucoup Fanny. Donc première journée, on a fait une petite visite. Ouais, avant la première journée, il y avait aussi un cours en ligne. Ah oui. Il y avait un cours en ligne sur la toute nouvelle plateforme Ecosystem, donc qui a été montée par Agrouf. Donc Ecosystem, les agriculteurs, un mois à l'avance, ils avaient un cours en ligne qui durait 8 heures avec plein de documents à télécharger, des quiz, des choses comme ça. Du coup, quand ils sont arrivés hier en début de formation, ils savaient déjà toutes les bases sur l'agroforesterie et pourquoi on va faire de l'agroforesterie. Donc hier, on a débriefé un petit peu ça. On est allé voir l'exploitation d'une des stagiaires pour avoir un exemple concret. Et puis aujourd'hui, nous, on fait des films et les autres, ils travaillent à l'intérieur et ils imaginent les projets agroforestiers sur leurs exploitations. Voilà, non, c'est la coule douce. Non, c'est la coule douce. Donc là, la parcelle, elle fait 1 hectare. Et il y avait on va aller voir, il y avait donc pareil des pommiers, des poiriers là-bas, qu'on est en train de tout arracher, et en fait on voudrait garder que les chênes et les beaux arbres. Et sur la prairie là, je sais pas, est-ce que je mets des petits fruits, est-ce que je plante, on peut aller voir un peu dans le... Comment on fait pour se débarrasser de fougères comme ça? On met des vaches dessus à manger tout l'hiver. Ouais. Ça lui déroule des boules de foin. Tu déroules des boules de foin dessus et tu fais manger les vaches. Elles piétinent, elles mettent de l'azote et l'hiver après, elles n'aiment pas trop ça. Mais pourquoi se débarrasser des fougères? Quand il n'y a pas d'herbe, Ah. ça étouffe tout. Pourquoi? Moi, c'est bien les fougères, moi je Après, pense tu que... peux faucher les fougères pour faire litière, c'est bien aussi, hein, pour faire du mulch et tout. Tu peux t'en servir. Hein, au Pays Basque, ils ont des fougerets. Si t'as des chevaux, il faut éviter tout ce qui est érable, faire attention à ça. Ah ouais, les chevaux. Surtout les sycomores. Et les champêtres aussi. Les champêtres, ouais. C'est mort foudroyant. Ouais, c'est un hélicoptère quand il tombe au sol et qu'il se dégrade, et puis aussi quand il gerbe au printemps, il relâche des molécules, et ça c'est le cheval qui bouffe ça, il meurt en 24 heures. C'est une bactérie qui est dessus, des fois elle est là, des fois elle est pas là.
oui, Si c'est elle ça. est là, ça se Quand passe pas elle est très là, bien. c'est mort. Ouais, et donc tu fous en l'air les érables autant que possible. Après, là on n'en voit pas trop, mais nous dans le nord là-bas, ça pousse naturellement. Donc, Voilà, donc là, bah, pareil, c'était plantation, bah, il reste quelques lignes. Voilà. Moi, ça me donne envie d'y mettre des cochons là-dessous à chaque fois. Donc l'idée là, pour l'instant, Pas on trop enlève blanc. les fruitiers. On enlève les fruitiers, puis petit à petit, on va essayer de trier, d'enlever les arbres. Oui, c'est vrai, c'est bizarre, il n'y a pas de blanc. Ça fait partie des vaches. Après, c'est dense, il a fait sec cette année. Oh non, non, il y a eu Ah non, des du- glands. Ah ouais, c'est vrai Ouais. Non, non, cette année. Non, il n'a pas fait sec des ici. glands de châtaigne. Il a mouillé tout. Regarde, il a germé lui. Un futur arbre. Un futur chêne. Oui, youpi! On va marcher pas dessus. Là, simplement, juste pour illustrer sur un arbre facile à observer, le bourrelet cicatriciel, c'est toujours sur les essences, la zone à l'insertion de la branche qui est un petit peu renflée. Et là, sur ce chêne-là, on le voit très bien. Des fois, c'est un peu moins évident. Et donc, ce bourrelet, dedans, il y a les cellules qui assureront la cicatrisation de l'arbre. Et donc, ce bourrelet, il ne faut pas le couper quand vous taillez. Il ne faut pas laisser plus non plus. Parce que sinon, il aura du mal à venir cicatriser par-dessus. Donc, on ne laisse jamais de chicot. On vient toujours couper au ras, mais au ras du bourrelet en laissant le bourrelet, quoi. Et souvent sur les sécateurs, il y a un côté lame, un côté enclume. Et c'est bien le côté lame qui va contre le tronc. Parce que ça laissera une cicatrice plus propre. Ouais. Voilà. Donc là, typiquement, c'est un arbre. Bah, lui, il est blessé, donc Ouais. ça dévalorise quand même. Peut-être Et derrière. après, pas quand on droit. fait de la taille de formation, donc les 10 premières années, ce qu'on fait, c'est s'assurer que l'arbre il pousse bien droit. Ce qui est derrière. Qui ressemble à un arbre, quoi. Et donc en fait la particularité c'est un peu contre nature, c'est toujours de commencer à tailler le haut, on taille jamais trop. Donc pour les premières années on s'en fout de l'élagage, mais on fait en sorte qu'il y ait une branche dominante. Et donc là on voit qu'il y a une branche dominante, ça va, c'est pas mal. Par contre on voit que juste en dessous là il y a une branche qui est partie horizontale mais qui est insérée assez verticalement. Donc elle va potentiellement pomper pas mal de sève. Donc c'est elle qu'il faudra supprimer d'abord. Et puis après, voilà, on a supprimé une branche en haut, c'est bien. Et après on redescend petit à petit. Et là le défaut principal sur cet arbre c'est ici là. On a un verticille, donc une zone où il y a beaucoup de branches qui s'insèrent. Et là on va enlever, on va pas tout enlever d'un coup, sinon ça va être trop pour l'arbre. On aura enlevé trop de branches et puis là ça va faire beaucoup à cicatriser. Donc on va enlever la branche la plus grosse ou la branche la plus verticale qui va pomper le plus de sève, quoi. Donc une de ces deux là. Puis là on voit il y a quand même aussi un autre potentiel verticille. Donc là ça peut valoir le coup d'enlever déjà une petite branche là. Et les années suivantes on enlèvera un reste, quoi. Et tu les pointerais pas pour couper un peu la dominance apicale de la grande que tu vas laisser? Merci pour la question. Sur les bourgeons terminaux là au bout de chaque branche, plus c'est vertical, plus il y a de lumière qui arrive et plus la branche va envoyer des hormones et pour appeler de la sève, quoi. Donc des fois ce qu'on fait quand on veut pas trop tailler de branche, voilà, on casse simplement le bout de la branche, on coupe le bourgeon terminal pour qu'il y ait moins de sève qui arrive. Voilà. Vers la pointe, quoi. Donc, ça grandit. Si on a déjà ça taillé arrive trop de là-haut. branches, Voilà, pour qu'ils prennent et bah hauteur. sur les branches qui nous posent encore problème, on coupe le bourgeon terminal. Ça évite de tailler trop après Voilà, au ras, ouais. et l'année d'après tu réinterviens, Voilà. quand c'est un peu cicatrisé, tu réinterviens pour l'enlever, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis du coup là on travaille au sécateur, puis après on peut travailler avec un sécateur sur perche. Là pour le haut là on serait déjà obligé d'avoir un sécateur sur perche. Est-ce qu'on peut savoir quel est ton arbre, arbuste préféré? Moi, à ma naissance, on a planté un noyer. Donc, mon arbre, c'est peut-être le noyer. Ouais. Mais après, on a tous un arbre qui nous tient à cœur parce qu'on le trouve joli ou parce que il y avait cet arbre dans la cour de la maison où on a grandi, parce que on a beaucoup d'exploitations agricoles qui portent le nom d'un arbre aussi. Ouais, c'est La vrai. ferme de l'Orme, la ferme du Tilleul, voilà. Donc là, bon, on peut avoir un affect particulier pour une essence. Mhm. Après, dans les projets qu'on développe, c'est toujours plus intéressant de diversifier les essences pour des aspects biodiversité, pour plein de raisons. On ne plante jamais qu'une seule essence. Donc on a le petit chouchou, mais il faut lui trouver des compagnons, quoi. Ouais, donc là, le noyer se plairait pas forcément, quoi. Là, c'est nord, là? Ouais.
Ça Je le sais pas. retarde. Ouais. Du coup, en fait. Après, t'as le noyer bois d'œuvre et le noyer fruit, quoi. Bah, aussi. toi, c'est noyer fruit, toi, que t'as en tête. Là, il faut mettre une variété la plus tardive possible. Après, sur l'environnement, on est un peu moins en fond de vallon. Il faut que l'air circule un peu. Là, comme on est un peu en hauteur, l'air il va circuler. Des fois, ça va geler simplement parce que des fois, tu peux avoir de la gelée, tu peux avoir des températures négatives, mais si l'air circule, ça gèle pas. Il n'y a pas d'humidité, du coup, ça fait Voilà, pas. ouais. Donc des fois il y a des gars dans des arboriculteurs, même s'il fait très froid, ils mettent des éoliennes dans leur des petites éoliennes hein, et ça fait circuler l'air et ça sauve tes plantations quoi. Et là tu vois t'es un peu en hauteur, t'as de l'air qui pousse comme ça. S'il y avait eu toute la forêt là, j'aurais été un peu inquiet. D'accord. Tu sais en termes de blocage de l'air. Mais là après le noyer il y a aussi l'histoire de pH effectivement. En général c'est assez rare de trouver noyer et châtaignier sur les mêmes terres. Parce que le châtaignier est bien acide. Donc le noyer, en tout cas il supporte très bien le calcaire. Et après il peut aller jusqu'à des pH de 6, mais là si on est à si t'es à 4,5 de pH. Non, on le n'est noyer, pas à c'est pas 4,5, on doit être à 5,5, 6. Ouais. Bah, après t'es à 5,5, 6 en surface aussi. Ouais. En profondeur, là où l'arbre il va se mettre, tu te rapproches de la roche. Les châtaigniers, moi quand j'interviens à Saint-Thierry-la-Perche là, à chaque fois ils jurent que par le châtaignier. Ah bah Les- c'est la châtaigneraie. Les Ouais, prix mais qu'ils super avancent là, malin, ce qu'ils sont payés et les aides que tu as à la plantation en verger de châtaigneraie, sachant que c'est 80 arbres à l'hectare minimum. 80 arbres, tu y es vite. Tu te dis que ça vaut le coup. Après, C'est France Agrimaire qui subventionne. peut-être, ouais. Faut être chef d'exploitation, je suis cotisant solidaire. Et t'as pas des aides sur la noisette? Noisette, le problème c'est qu'après il faut la vendre. Enfin, en direct. Bah Nutella. Non mais si, mais je te jure qu'il y a une aide noisette Nutella. Hein. Oui, c'est vrai, je crois que c'est un truc. Bah je dis pas que des bêtises, c'est vrai. Chez moi. C'est moins dépendant de la noisette d'importation. Parce qu'il y a vraiment des. Parce qu'actuellement, ils c'est importent vrai qu'avec le 90% de noisette Nutella en fait. Bah moi je sais que dans les Landes ils ont aidé à planter des noisetiers parce qu'ils ont besoin de noisettes Nutella. Bah parce que je pense qu'à un moment donné ils ont envie de dire noisette française quoi. C'est ça. Ouais. La noisette là, qui a eu des mauvaises années dans les genre Turquie notamment. Donc, Turquie, Italie. Ouais. ils ont eu gros aliments de noisettes. Donc, Et sinon c'est le sud-ouest aussi. Dans le sud-ouest il y a pas mal de noisettes mais c'est irrigué après dans le sud-ouest. Mais peut-être que là on pourra en faire sans C'est irriguer. noisette et noix le C'est une projet. bonne idée la noisette. Il n'y a pas de noix dedans. beaucoup. Ouais. Je sais pas en termes de prix ce que ça apporte. Moi j'ai eu la variante coréenne. Mais la noisette c'est vrai que c'est peut-être une bonne idée. Ça correspond à peu près à Depuis que ça se vend, la noisette. Après, moi j'aime bien parler du robinier faux acacia, Mhm. mais qui n'est pas implanté de partout dans le Limousin. Là, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Mais le robinier, il est très mellifère, il a un super bois imputrescible, il pousse vite. Voilà, donc c'est un arbre qui est intéressant pour plusieurs raisons. Après, il a des défauts aussi, donc c'est toujours pareil, t'as un chouchou, mais il a quand même des défauts. Donc le robinier, il drageonne, il est épineux, donc il faut le planter avec précaution. Ouais. Mais, voilà. Après derrière là il y a des très beaux chênes, des très beaux châtaigniers. Voilà, tout ça c'est des beaux arbres aussi à replanter quoi. Je vais mettre des rangées de framboisiers et après des rangées de myrtilles. J'ai mis un sureau parce qu'il y a un sureau par là-dedans. Il y a de l'aubépine que je vais greffer, donc je sais plus trop où ils sont, mais bon j'en ai mis 2 là. Et puis pour l'instant je vais garder les petites vagues, c'est la ligne de pommier qui était encore présente, Qui était Celle pas qui est en bordure. qui avait moins vieilli que les autres. qui avait moins l'air d'être abîmée, donc pour l'instant je les garde et puis on va voir avec la lumière ce que ça donne. Il y aura malgré tout quelques arbres qui vont rester très certainement derrière, par là, mais je ne sais pas encore lesquels, donc je n'ai pas trop mis. Ici, il y a un gros cerisier. Bon, cette année, il n'a rien donné, mais je vais attendre pour voir ce qu'il va donner par la suite. Et dans cette zone-là, où en fait, il y a les ronces pour l'instant, en violet, là, c'est les chênes. Donc, il y a quelques chênes qui ont l'air pas trop mal, ou en tout cas, je vais tenter de les garder, de les tailler. Et puis, bon, le petit carré, là, c'est là où je suis censée faire mon habitation par la suite. Donc là, j'ai pas mis tous les traits, mais en gros, il y a les kiwis qui vont être plantés là.
en plusieurs rangées très certainement, parce qu'il faut que je fasse des rangées de 8 mètres. Donc ça va être entrecoupé. Et au milieu, une haie biodiversité, pour faire venir toute la biodiversité qui est là, ici sur la parcelle. Donc dans cette haie, j'ai mis du tilleul, de l'arbousier, de l'aubépine, du groseillier. Je vais mettre un sureau, un châtaignier, un frêne, un efflier, un prunier et noisetier. Et là, je pense que j'ai explosé les listes. Et une entomologiste qui est assez connue qui s'appelle Véronique Sartou. Et en fait, donc elle travaille pas mal sur la biodiversité fonctionnelle et elle a observé que sur des haies, c'est un repère, hein, c'est pas la règle absolue, mais quand on dépasse les 10 essences sur une haie, 10 essences différentes dans la haie, en fait, on va offrir une grande diversité de feuillage et du coup, on favorise énormément les cortèges de phytophages, donc d'insectes qui mangent des feuilles. Ces insectes-là, c'est pas des auxiliaires de culture. Le mot de la fin, tu peux dire ce que tu veux. Le mot de la fin, écoutez, n'hésitez pas à venir passer du temps pour discuter avec des arbres avec des groupes d'agriculteurs comme ça. Là, c'est vraiment, en tout cas moi au quotidien, c'est la partie du métier que je préfère. On peut discuter aussi avec les arbres. Ouais, on peut faire gens des qui câlins font ça. avec les arbres. Oui, ça, bon, on en parlera moins, mais je connais moins. Mais voilà, on peut parler avec les arbres. Et puis, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'en fait, quand on commence à s'intéresser aux arbres, on s'ennuie jamais quand on est sur la route ou quand on visite de nouveaux territoires, de nouveaux paysages. C'est qu'il y a toujours un arbre à observer et à comprendre pourquoi il est là, à quoi il sert. Et voilà, donc on a toujours les yeux grands ouverts quand on s'y connaît un petit peu en arbre. Donc ça, c'est intéressant. Donc planter des arbres. Et plantons des arbres, ouais. Super, merci Antoine.